France, il arrive que des mots fâchent. Alors on les change. Ainsi, la loi dite séparatisme, entrée en vigueur en août 2021, a été rebaptisée respect des principes de la République. Mais le séparatisme, c'est quoi ? Séparer vient du latin separo, qui signifie mettre à part et s'utilise depuis 1314 pour désigner l'action de faire cesser d'être ensemble. C'est un mot qui vient aussi de nos meilleurs ennemis, les Anglais. L'adjectif séparatiste apparaît pour la première fois au début du XVIIe pour qualifier un groupe de religieux chrétiens présents chez nos voisins anglais. En effet, le terme de séparatiste désigne les dissidents anglais ou non-conformistes, ces protestants qui ne souhaitent pas se plier aux règles de la nouvelle religion d'État, l'anglicanisme, et qui décident alors de se séparer de la société britannique en émigrant vers le Nouveau Monde, où ils fondèrent les États-Unis. C'est un mot qui fait partie de notre histoire. La Révolution française, en 1791, a séparé les pouvoirs. Le pouvoir n'est plus de droit divin, mais relève de la souveraineté de la nation. Et puis on a séparé l'Église de l'État en 1905. Après la Seconde Guerre mondiale, le séparatisme a pris une tournure très politique. On qualifie alors de séparatiste un groupe humain possédant une homogénéité ethnique, linguistique ou religieuse qui exprime une volonté de se détacher de l'État dont il fait partie pour constituer une entité politique autonome. De Gaulle, par exemple, employa ce terme dans un discours de 1947 pour désigner les membres du Parti communiste et les accuser d'être une menace à l'unité nationale par leur proximité avec l'Union soviétique. Ces 20 dernières années, la notion de séparatisme a ressurgi dans les débats politiques. Refuser d'obéir à la loi de la République, remettre en cause les principes et valeurs qui nous rassemblent, refuser la délibération démocratique. Eh bien, c'est le cas de l'ultra-droite, des mouvements religieux fondamentalistes, de l'ultra-gauche qui veulent imposer leur propre vision du monde de manière autoritaire, quitte à s'appuyer sur la terreur. En République, aucune communauté ne doit se soustraire à la loi commune. Le délit de séparatisme ne concerne donc pas une communauté, mais certains individus qui décident de sortir de l'universalisme républicain et de ses valeurs en s'organisant en marge de la République de manière hostile. Eh bien, nous allons parler de tout cela avec mon invité, Philippe Gaudin, agrégé de philosophie, docteur en sciences des religions et actuel directeur de l'Institut d'études des religions et de la laïcité au sein de l'École pratique des hautes études. Bonjour Philippe Gaudin. Bonjour Pierre-Henri. Alors, le retour du mot séparatiste dans le vocabulaire politique témoigne-t-il, selon vous, d'une période particulièrement troublée ? J'aurais tendance à répondre oui, effectivement. Alors troublé, par rapport à quoi ? C'est vrai que le retour de ce mot dans le vocabulaire politique et même dans le vocabulaire législatif date plutôt de 2020, effectivement, et c'est lié à la préparation d'un projet de loi, effectivement, qui comportait ce mot, et je constate que depuis, le mot a disparu à la faveur du renforcement des principes républicains. Alors, troublé, certainement, et ça vient certainement du fait que les questions qui se posent, je dirais, à la pratique de la laïcité française ne sont pas que des questions techniques qui portent sur les relations entre l'État et les cultes, mais qui portent bien sur ce qui se passe dans la société. Alors, il est bien évident que l'islam n'est pas la seule question qui se pose, ou les pratiques liées à l'islam, mais il serait malhonnête, en quelque sorte, de ne pas vouloir voir que c'est cela dont il est question. Et au fond, c'est le signe, oui. C'est le symptôme d'une irruption du religieux comme jamais dans la société française ? Simplement, les religions dans un pays comme la France se sont transformées petit à petit en opinion personnelle. Quand on pense à l'article 10 de la Révolution française, nul de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen
de 1789, il y est dit que nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leurs manifestations ne troublent pas l'ordre public. Et donc, la religion est indiquée comme étant une opinion, même si le mot opinion au XVIIIe siècle n'a peut-être pas tout à fait la même signification. Mais au fond, la religion, chez nous, est devenue une option personnelle, en quelque sorte. Et ce que nous constatons aujourd'hui, notamment, pas seulement, mais notamment à propos de l'islam, c'est tout simplement le fait qu'on avait oublié que dans l'épaisseur de l'histoire humaine, les religions ne sont pas simplement des opinions métaphysiques ou des convictions intérieures, mais les religions sont ce qui règle les mœurs. Et c'est cela qui est nouveau, et c'est cela qui engendre un trouble, effectivement. Alors, c'est très clair, mais alors, du coup, est-ce que vous pensez que l'emploi du terme séparatiste soit pertinent dans la situation actuelle? Alors, j'aurais tendance à répondre non, pour une raison bien simple, c'est que le terme séparatisme renvoie plutôt à quelque chose qu'on a connu jusqu'à il y a encore relativement peu de temps, notamment avec les Corses, ou en tous les cas une minorité de Corses ou une minorité de Basques, avec la volonté effectivement d'un séparatisme proprement politique, proprement étatique. Alors en ce sens-là, le terme de séparatisme est tout à fait inadapté. Par contre, il peut y avoir des mœurs réglées par des dogmes, par des convictions, par des prescriptions religieuses qui peuvent avoir un effet de séparatisme pratique dans la vie sociale. D'accord. Et de fait, qu'est-ce que vous répondez à ceux qui affirment que le mot séparatiste est employé en fait à dessein pour stigmatiser une communauté, et en l'occurrence la communauté musulmane? Écoutez, je répondrai d'abord d'une manière très simple. Ceux qui stigmatisent gravement, et je dirais même très, très, très gravement, les gens de confession musulmane, ce sont ceux qui invoquent cette religion pour commettre des meurtres abominables. Ça, c'est vraiment stigmatisant. Pour revenir à la question difficile, effectivement, c'est celle des mœurs, au fond. Ce que nous savons, je dirais même d'un point de vue anthropologique, ce qui fait qu'on fait partie d'une communauté nationale, d'une communauté politique, la façon dont on peut s'intégrer, comme on dit, quand on vient d'autres pays marqués par une autre histoire, une autre culture, une autre religion, eh bien, les trois ingrédients d'une intégration, ça ne veut pas dire abandonner ses particularités ou être absolument les mêmes. Mais les trois ingrédients d'une intégration harmonieuse, c'est l'école, la table et le lit. Et donc l'école, ça veut dire accepter en quelque sorte l'enseignement, accepter les programmes, ne pas contester l'enseignement des professeurs qui est donné gratuitement, non pas que l'enseignement ne coûte rien, mais en tous les cas, il est gratuit ou quasiment gratuit pour les familles. Donc ça suppose accepter l'école. Ça suppose aussi que si on ne mange plus ensemble, c'est très embêtant parce que, en fait, quand on mange ensemble, on ne partage pas que des aliments. On partage aussi des paroles, ce qui fait le cœur de la société. Bien sûr. Et puis le lit. D'autre part, le lit, effectivement, traditionnellement, ça n'est pas une invention, ni une découverte, ou en tous les cas, si c'est une découverte pour ceux qui ont la mémoire courte. Les religions, traditionnellement, conditionnent les règles du mariage. Et donc, si on empêche les jeunes filles ou les jeunes femmes, quand bien même le droit qui fait qu'en France, le mariage n'a pas de signification religieuse, mais une signification uniquement civile, et qu'on peut lui donner a posteriori une bénédiction religieuse, si l'on fait pression,
si l'on oblige les jeunes filles et les jeunes femmes à se marier uniquement avec des garçons, avec des hommes issus de la même communauté religieuse, il y a forcément, fatalement, des effets séparatistes. Philippe Godin, je vous remercie. Merci à vous. C'était Les mots piégés du débat républicain en partenariat avec France Fraternité.